Euh, ben, euh, Bienvenue à notre atelier sur les laboratoires créatifs. Aujourd'hui, notre but, c'est de vous présenter, vous définir qu'est-ce que c'est. Donc, aller de c'est quoi au juste jusqu'au premier pas à faire pour se lancer dans l'aventure si jamais vous décidez que ça vous intéresse. Donc, la présentation, c'est associé à des travaux qui sont faits par des chercheurs et des étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui ont des travaux qui sont financés par le ministère de l'Éducation. Je pensais que c'était important de le dire, là, qui nous finance les travaux. Donc, on les remercie. La présentation. Le fonctionnement pour les 60 prochaines minutes. Ça va être comme suit. Donc, c'est difficile, on ne vous voit pas. Hein. On ne sait pas s'il y a des gens en ligne. On ne sait pas combien il y a de personnes devant nous. Donc, j'ai modifié mon PowerPoint dans la journée, comme beaucoup de personnes ont fait, pour avoir des diapositives qui sont un peu plus interactives, pour aller chercher des rétroactions, voir si vous êtes là, voir à qui je parle. Donc, en général, il va y avoir plusieurs moments comme ça où vous allez pouvoir interagir. J'aurais préféré qu'on puisse tous avoir notre micro et notre caméra pour se parler, mais c'était difficilement possible aujourd'hui. Donc, on va se promener durant les 60 prochaines minutes entre des moments où c'est vous qui devez avoir les doigts sur les claviers pour répondre à des petites questions faciles, pas de piège aujourd'hui, et puis des moments où c'est moi qui vais parler. Ma collègue Isabelle va peut-être intervenir à certains moments. Et puis, si jamais vous entrez des questions sur l'interface de la journée, bien, normalement, Isabelle va nous les transmettre. Donc, commençons avec quelque chose de très, très dur. Normalement, Isabelle, tu t'es-tu branché un autre ordinateur pour être sûr que c'est activé et que les gens peuvent répondre? J'aimerais savoir à qui je parle. Tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir un navigateur, pointer votre navigateur à cette adresse ici, exactement comme ça. Puis, normalement, vous allez pouvoir juste une seule fois, à chaque fois qu'il y a une diapositive interactive, vous allez pouvoir juste indiquer votre réponse, soit en cliquant ou soit en tapant un mot, quelque chose comme ça. Avec un téléphone cellulaire, vous pouvez aussi y aller par texto. Donc, il suffit d'envoyer ce mot-là exactement à ce numéro de téléphone-là, puis de me dire A, B, C, D, E, lequel va votre choix de réponse. Donc, les réponses commencent à entrer. On a des enseignants du primaire, on a des conseillers pédagogiques, des enseignants préscolaires, des enseignants du secondaire, autres, donc autres, des enseignants du collégial peut-être, ou des universitaires, ou des étudiants, peut-être des futurs enseignants. OK. Donc, il semble que j'ai atteint ma limite. Donc, on est plus que le nombre de personnes qui est permis par mon compte pour l'Everywhere. On a beaucoup d'enseignants au primaire, donc plusieurs conseillers pédagogiques, quelques enseignants du secondaire, quelques-uns du préscolaire, puis quelques-uns de la FGA aussi. Est-ce qu'il y a un laboratoire créatif dans votre école? Donc, une majorité de non. Quelques-uns, oui. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir les micros et les caméras. J'aurais bien aimé savoir pourquoi les oui sont dans un atelier qui s'adresse aux personnes qui ne connaissent pas trop le concept, en fait, à ceux qui veulent commencer à y penser et à réfléchir. Ça aurait pu être une discussion intéressante. Donc, une majorité de non. Je ne suis pas surpris, considérant ce qu'on a prévu comme atelier. Est-ce que vous en ayez un ou pas dans votre école, il y a la possibilité, souvent on a la possibilité d'aller en essayer, soit au centre de services scolaires ou aller dans une autre école. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé le laboratoire créatif avec leurs étudiants ou avec des étudiants dans cette année ou l'an dernier? C'est très rapide, donc une majorité non. Donc, et une petite dernière pour commencer. Quel sentiment vous inspire l'évocation des laboratoires créatifs?
Quand je dis le mot laboratoire créatif, quel sentiment vous vivez? Donc, plusieurs personnes sont curieux. J'ai vu le mot intéressant, là, ça continue de changer. On est rendu pas mal au bout. Donc, intéressant, curiosité, des interrogations. Je vois curieuse une autre fois. Innovation, interactivité, complexité aussi. Ouais, peut-être. La création, oui, c'est bon. Donc, je suis content, il n'y a pas beaucoup de mots, il n'y a pas beaucoup de peur et autre chose, ce qui est une très, très bonne chose là, parce que c'est rien de très, très épeurant. Donc, mon objectif aujourd'hui, je vais travailler, je vais vous définir puis vous expliquer c'est quoi. Mon but premier, c'est que vous sachiez c'est quoi un laboratoire créatif. Je ne vous dirai pas exactement c'est ça, parce que c'est une définition qui est quand même dans laquelle il y a de la liberté. C'est une définition que vous pouvez, dans un laboratoire créatif, on peut lui donner notre couleur. Donc, vous allez voir que la définition demeure quand même assez générale. Mais j'espère que vous allez avoir une bonne idée de qu'est-ce que c'est un laboratoire créatif en partant après la présentation. J'ai prévu vous donner des exemples. J'ai prévu 2 ou 3 exemples de projets. J'en ai prévu un pour le primaire, un pour le secondaire, puis un pour la FGA. C'est des projets qui je me suis inspiré fortement de choses que j'ai vues dans les écoles, soit lors de visites de laboratoires créatifs ou lors de visites de classe. Puis j'ai peut-être voler une idée ou deux à gauche et à droite, puis combiner ça. Mais je vais essayer de vous donner des exemples concrets, puis on pourra discuter. J'ai réservé une diapo, vous allez pouvoir poser des questions, puis il y a toujours le moyen d'adresser des questions pour qu'Isabelle, ma collègue, me les pose. Donc, on va essayer de vous donner des exemples, puis en conclusion, peut-être vous donner quelques repères. Supposons que je réussis à vous donner le goût. Là, par où on commence en tant qu'enseignant, puis en tant qu'école, par où on commence si on veut se doter d'un laboratoire créatif? C'est quoi les premiers pas à faire, là, les premiers blocs à poser? Donc, c'est le plan pour tout de suite. D'abord, le concept de laboratoire créatif. C'est assez nouveau au Québec, ça ne fait pas très longtemps qu'on en parle. Il y a beaucoup de personnes qui en entendent parler, qui en ont entendu parler peut-être pour la première fois il y a 2 ans ou il y a 1 an ou même cette année. Mais ce n'est pas un nouveau concept. Il faut savoir qu'il y a tout un réseau de laboratoires créatifs qui existe au Nouveau-Brunswick. Puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'expression laboratoire créatif, c'est l'expression laboratoire créatif, c'est un peu une bête de l'Est du Canada. En fait, les deux seuls endroits où on appelle ça un laboratoire créatif, c'est ici au Québec puis au Nouveau-Brunswick. Derrière ça, derrière les laboratoires créatifs, le mot le plus général ou le mot qui représente le mieux qu'est-ce que c'est un laboratoire créatif, si vous cherchez dans la littérature, parce qu'il y a déjà beaucoup de littérature à ce sujet-là, c'est vraiment pas nouveau, là, ça date du début des années 1980, c'est le mouvement Maker, les makerspaces, donc les espaces pour fabriquer, puis le mouvement Maker. C'est ça qu'il y a derrière les laboratoires créatifs, la philosophie, la définition, etc. Au Québec, on a choisi l'expression laboratoire créatif. Personnellement, j'aime bien laboratoire créatif. Ça met de l'emphase sur un des principaux avantages de ce qui se passe dans ces choses-là, c'est que les jeunes peuvent être créatifs, puis ils peuvent développer leur créativité. Mais si vous cherchez dans les écrits, vous allez trouver beaucoup plus facilement ou sur le web en inscrivant Maker ou Makerspace. Le mouvement Maker est vraiment pas nouveau. Hein. En fait, l'idée derrière le mouvement Maker, elle est toute simple, c'est qu'on peut très bien apprendre, puis on apprend beaucoup de choses en essayant, en faisant. Vous n'avez qu'à penser, je suis sûr qu'autour de vous, vous avez vu des jeunes qui apprennent juste par essai et erreur, par exemple, ou bien avant qu'il y ait un système scolaire, on apprenait le métier de quelqu'un en le regardant, puis en essayant, puis il nous donnait des conseils, puis on faisait des essais et des erreurs. Donc, on essaie, on se trompe des fois, on réévalue, on réfléchit, puis on réessaie. Derrière le mouvement Maker, il y a beaucoup de ça. Là.
cette idée-là qu'on apprend en faisant. C'est un processus qui est long, qui est itératif, mais qui amène à des apprentissages qui sont souvent très durables, puis qui fournit souvent des occasions en or de faire de l'intégration, de prendre des connaissances qui viennent de gauche, de droite, des habiletés, puis de mobiliser toutes sortes de ressources qui sont très, très variées dans une seule situation. Donc, on est quelque part dans le mouvement maker, dans les laboratoires créatifs. On n'est pas loin du bricolage, de l'art, de l'art un petit peu, c'est très créatif, puis c'est en même temps, c'est très simple comme processus. Dans les makerspaces ou les laboratoires créatifs, c'est comme ça qu'on appelle les espaces qui sont prévus puis planifiés pour ce type d'apprentissage-là. On intègre beaucoup des idées qui viennent des sciences, des technologies, des mathématiques, de l'ingénierie, de l'entrepreneuriat, du bricolage, des arts. Il y a beaucoup de choses les idées qu'on développe viennent de plusieurs endroits. Les fondements théoriques, parce qu'il y a des gens qui se sont demandé à un moment donné, mais si c'est devenu si populaire dans les écoles, puis s'il y en a, il y en a partout, là. Il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a au Québec, il y en a ailleurs au Canada. C'est parce qu'on est capable de trouver des ancrages théoriques dans plusieurs théories de l'apprentissage, dont au début des années 80, là, la théorie qui a rendu les makerspaces très populaires, c'est le constructionnisme. Ça n'a pas été très populaire, ni populaire très longtemps, mais l'idée de cette théorie-là, c'était carrément qu'on apprend le mieux en faisant les choses, mais on trouve aussi des ancrages pour ces environnements dans le constructivisme, et plus récemment dans le socio-constructivisme. Donc, vous allez entendre des mots comme collaboration, etc., vous allez trouver facilement des liens avec les théories actuelles de l'apprentissage. Les philosophies et les valeurs clés. Hey, c'est terrible comment ça va vite quand on est tout seul à se parler. Je m'excuse. Les philosophies et les valeurs clés qui sont derrière les laboratoires créatifs ou le mouvement Makers sont de plusieurs ordres. D'abord, dans ces environnements-là, on veut mettre à l'avant-plan le plaisir d'apprendre. Ces environnements-là, ça doit être des endroits où c'est agréable, où les apprenants ont du plaisir, des endroits où les apprenants rentrent, c'est un local d'habitude où les jeunes ont hâte d'aller. Parce que c'est le fun. D'ailleurs, quand on fait des entrevues avec des jeunes qui ont expérimenté le laboratoire créatif, il y a un mot qui revient invariablement. Fun, plaisir puis fun. On a eu du fun. On l'entend là. Toutes les entrevues qu'on fait avec des jeunes, toujours. Puis après ça, quand on leur demande s'ils ont appris quelque chose, bien là, après, ça vient après. Mais ils ont eu du plaisir. Fait qu'ils ont appris en ayant du plaisir. Puis ça, là, c'est primordial. Il y a une cassure assez importante entre, par exemple, le laboratoire traditionnel de sciences où on fait A, B, C pour observer D. Puis ce qui se passe dans un laboratoire créatif, l'ambiance, normalement, n'est pas supposée d'être la même. Le deuxième principe ou la deuxième valeur clé, c'est qu'on croit formellement qu'il y a plusieurs moyens de résoudre un problème, puis que chacun a des forces, puis chacun devrait pouvoir exploiter ses forces pour résoudre les défis qui se posent à lui, pour résoudre les problèmes auxquels il fait face. Ça veut dire, sur le plan pédagogique, ça veut dire que, puis sur le plan de l'évaluation, vous comprenez que ce qu'on va faire dans ces laboratoires-là, il ne peut pas avoir un seul résultat possible. Il y a autant de résultats qu'il y a d'apprenants ou il y a autant de résultats possibles qu'il y a d'équipes de travail. Puis chacun, en fonction de ses forces, de ses habiletés, de ses ressources internes, puis des ressources externes qu'il va penser à mobiliser, risque de trouver une solution ou de créer quelque chose qui est à son image ou qui est différent de ce que l'équipe à côté ou l'autre apprenant va faire. La troisième valeur clé des makerspaces, c'est la collaboration. Dans ces environnements-là, on croit fermement qu'à plusieurs, on peut résoudre des plus gros défis. Puis on ne se gêne pas pour donner des gros défis aux apprenants. Puis on les encourage, puis on les structure, puis on les aide à s'entraider, puis on s'assure qu'ils apprennent comment travailler en équipe.
on s'assure aussi qu'ils apprennent à se soutenir quand il y a des équipes, des jeunes qui sont qui ont de la difficulté. Ben, il faut que les jeunes comprennent autour d'eux, qu'ils comprennent que c'est important aussi de soutenir les gens autour de nous. Puis la dernière, puis peut-être la plus porteuse, la dernière valeur clé, puis peut-être la plus porteuse sur le plan pédagogique, c'est la productivité de l'échec. Dans le mouvement Makers, on accorde très, très peu d'importance au résultat final. En fait, même plutôt, on trouve que c'est une bonne chose que les jeunes ne réussissent pas du premier coup. On reconnaît que c'est important de s'attaquer à des défis qui sont très, très difficiles, puis d'être obligé d'essayer 1, 2, 3, 4 fois, puis d'essayer d'apprendre de ses erreurs. Parce qu'apprendre, c'est un processus. Apprendre, c'est normal que ça se fasse par étapes. Conséquemment, sur le plan pédagogique, on va beaucoup, beaucoup mettre d'emphase sur l'analyse du résultat, l'auto-analyse des étapes par lesquelles on est passé. On va demander aux apprenants systématiquement, normalement, de réfléchir à qu'est-ce qu'ils ont fait, puis d'essayer de déterminer pourquoi ils ont réussi ou pas réussi, puis en quoi ils ont réussi et pas réussi. Puis ce processus-là de réflexion, puis ce processus-là qui permet de rendre l'échec productif, c'est ce qui compte le plus dans un makerspace ou dans un laboratoire créatif. Oups, je suis allé vite. J'aimerais ça savoir, pour vous, là, j'ai 3 questions pour vous. La première, c'est par rapport à l'espace. J'en ai aussi par rapport au matériel, puis je vous demande par rapport aux humains, aux personnes qui doivent fréquenter. À quoi ça ressemble, selon vous, un laboratoire créatif en termes d'espace, de lieu? Une classe flexible. Une classe normale, peut-être, oui. Un carrefour d'apprentissage. À l'UQAC, à l'université, on travaille sur un carrefour d'enseignement, puis je peux vous dire que ça ne se ressemble pas, mais bon. C'est vaste. 2 personnes qui ne savent pas. Une salle large, flexible, oui. Des espaces ouverts, lumineux. On aimerait ça que ce soit toujours ça dans les écoles. Hein? La classe du 21e siècle, ça pourrait en être une. Que ce soit d'être ouvert, accueillant, matériel divers, could be anywhere. Un lieu qui est vaste. Hein? La grandeur de la classe, c'est revenu à plusieurs fois. C'est aéré, c'est espacé, lumineux aussi. Je ne sais pas si c'est parce que vous manquez de lumière ces temps-ci, mais oui, c'est revenu souvent. C'est un bon endroit pour faire de la différenciation. C'est interactif. Comme le coin technique au Centre des sciences. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au Centre des sciences. Oups, excusez. Un lieu confortable, oui. Moi, le prochain laboratoire créatif que je crée, je vous veux dans mon équipe. Un atelier, oui, ça pourrait ressembler un peu à un atelier aussi. Du mobilier qui se déplace. On a eu classe flexible tantôt, cette idée de flexibilité-là, de possibilité de réarranger. Un laboratoire, ouais, sûrement un petit peu, mais peut-être pas le laboratoire qu'on est habitué de voir en sciences. Un lieu de partage, excellent. Donc, les réponses continuent de s'enregistrer. Moi, je vais changer. Même chose, mais par rapport au matériel, qu'est-ce que vous pensez que ça prend dans un laboratoire créatif? Ça ressemble à quoi, point de vue matériel, point de vue équipement, le laboratoire créatif pour vous? C'est ouvert et mobile, c'est libre. Des outils. Des outils comme, par exemple, dans un laboratoire créatif, vous verriez quoi? Des ordis, c'est un outil, mais des ordis, oui, des outils. Donc, j'imagine que vous faites référence pince, marteau, tournevis. J'aimerais vraiment ça qu'on puisse avoir les caméras, le carrefour d'apprentissage, là, ça me chicote. J'aimerais ça savoir ce que ça veut dire. La technologie, oui, des imprimantes 3D, d'ailleurs, ça revient 2 fois. Beaucoup de choix de matériel différents. Des livres. Selon les projets, oui, peut-être. Oh, il y a quelqu'un qui vient d'arriver et qui est en train de rentrer mon nom. Des outils technologiques, d'accord. Et puis, des découpes vinyles, oui. Tablette, ordi.
Donc, vous avez beaucoup d'idées de ce qui pourrait être dans un laboratoire créatif, des robots, du matériel d'art, des écrans verts, des caméras. Je pense qu'il y en a qui en ont déjà visité, ou en tout cas, ils ont une Moses de bonne idée de ce qu'eux voudraient dans leur laboratoire créatif. Récent et fonctionnel. Ah, oui, on espère que c'est fonctionnel, donc très divers, les ordinateurs. Je vais passer à l'autre. Si vous avez commencé à écrire, vous pouvez le soumettre pareil, puis ça va, normalement, ça va s'enregistrer. Un Media Lab, j'y reviens au Media Lab dans 2 minutes. Il y a des petites différences. Plus que juste de la techno. Ouais. OK, donc je continue. Parce que là, de toute façon, Paul Everywhere me dit que j'ai atteint le maximum pour ma licence. Vous avez été productif. Tout ce que ça prend pour être créatif, ouais. Des arts, de la techno, de l'audiovisuel, des choses à manipuler. iPad, ordinateur, en quantité suffisante pour chaque élève. En tout cas, au moins pour chaque équipe de travail. Hein, je pense des Lego, des robots, des ordinateurs, de la pâte à modeler. Oui, ça, c'est des affaires. Là. Ça peut être génial pour faire des prototypes, entre autres, puis du matériel d'art. Excellent. Donc, point de vue humain, point de vue interaction, gestion, responsabilité, ça s'organise comment, selon vous, un laboratoire créatif? Est-ce que c'est... Non, je ne veux pas vous souffler de réponse. Vous voyez ça, l'organisation, point de vue humain, interaction, relation, vous voyez ça comment? Les élèves volontaires. Volontaires, j'aimerais ça savoir si c'est au sens qui viennent volontairement ou qui sont engagés, là, qui prennent des actions. De la coopération, oui, travailler selon nos forces. Avec l'élève peut faire des choix d'activités, d'ateliers. Bruyant, ouais, ça, je suis obligé de vous le donner. Ça, c'est sûr que c'est bruyant. C'est toujours bruyant. C'est ouvert, les jeunes travaillent en équipe. Les jeunes sont motivés, oui. Ça prend un petit moment pour qu'ils soient motivés. On va en parler tantôt. Au début, ça se peut qu'ils trouvent ça gros. Hein? Des îlots de travail, oui. Des affiches avec les rôles possibles dans une équipe. Oui, on a parlé de collaboration, hein, puis c'est important de la soutenir, puis il y a plein de manières qu'on peut la soutenir. Travailler en équipe, des co-responsabilités, de la coopération, de l'entraide. Ce sont les élèves qui sont responsables. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup au cœur de l'idée des makerspaces. Hein. Les jeunes doivent effectivement prendre en charge. Donc, ils participent, ils coopèrent. Beaucoup de mots d'action, là. J'aime bien ça. Des échanges respectueux, oui, ça c'est clair, c'est important aussi. Avec un prof comme médiateur. Voyez-vous, moi j'aurais dit un prof comme explorateur. Parce que souvent on s'engage, vous allez voir, on s'engage au laboratoire créatif comme prof, puis on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Qui s'apprend? Ça, c'est intéressant. Qui s'apprend? Ça prend des enseignants, mais souvent, il va y avoir des techniciens, il va y avoir peut-être un conseiller pédagogique sur place parce qu'il y a beaucoup de mouvements, puis ça peut être difficile à gérer. Ça part des questions des élèves. On va y revenir à ça, oui. Oui, je suis d'accord avec pas mal, avec tout ce que j'ai vu. Donc, désolé de vous team teaching, oui, ça pourrait être un lieu intéressant pour travailler en équipe avec nos collègues, surtout qu'il risque d'y avoir beaucoup de mouvements dans le laboratoire créatif. Donc, je passe à la prochaine diapo. C'est ma définition à moi, en fait à moi puis à notre équipe. Un laboratoire créatif, dans les prochaines secondes, je vais confirmer à peu près tout ce que vous avez dit là. Un laboratoire créatif, c'est un environnement qui peut être physique ou virtuel. Okay, on a fait une enquête, on en a répertorié plus de 60 des laboratoires créatifs. Et puis, il en existe de toutes les formes. Il faut comprendre qu'il n'y a pas un format de laboratoire créatif. Il y a autant de laboratoires créatifs qu'il y a d'équipes, qu'il y a d'écoles. Ça dépend d'un paquet de facteurs, ça dépend de vos intérêts personnels. Hein. Si votre équipe école ou l'équipe qui décolle le laboratoire interactif est beaucoup dans les arts visuels, puis ben, ça va orienter un peu. Tantôt, on a parlé de caméra, ça va orienter un peu la forme que ça prend. Ça dépend aussi, c'est qui les initiateurs. On a vu des laboratoires virtuels, des laboratoires créatifs, pardon, qui étaient 100% mobiles dans certaines commissions scolaires ou dans certains centres de services. On a décidé
de s'équiper de beaucoup de matériel, puis selon les projets que les enseignants veulent faire, le laboratoire créatif, ils débarquent dans leur classe ou ils débarquent dans leur école avec exactement ce qu'ils ont besoin. Fait qu'eux, c'est pas un endroit physique, c'est un endroit, c'est un endroit physique, mais c'est mobile. Alors que dans d'autres écoles, on a choisi un local qu'on a aménagé spécifiquement pour ça. Il y a même moyen d'avoir des laboratoires créatifs qui sont 100% virtuels, des endroits où, un endroit sur le web où on met plein d'outils prévus pour soutenir la collaboration, soutenir le partage, avec des accès à toutes sortes de logiciels, mais qu'on rend disponibles en ligne, avec plein d'outils qu'on rend disponibles en ligne, des bases de données, des bases de connaissances. Ça dépend à quelle sorte de... On ne fait pas le même type de projet dans ces laboratoires-là, mais ça pourrait prendre cette forme-là aussi. Donc, c'est un endroit, un environnement, qui soit physique ou virtuel. Puis parfois, il est fixe, parfois, il est mobile. C'est un endroit qui est axé et orienté sur la création. Tout est pensé. Le but, quand on rentre dans ce local-là, c'est de créer. Fait que dans ce local-là, tout est pensé pour créer. Puis, vous avez dit beaucoup de choses tantôt qui étaient tout à fait en ligne avec cette idée-là. Ça prend plein de matériel, puis pas juste ça prend plein d'outils, ça prend des grandes tables, ça prend des espaces pour qu'on puisse bouger. Ça prend aussi des grands espaces de plancher parce que ça se peut qu'on ait besoin de monter des grosses maquettes ou de faire des constructions dans ce laboratoire-là. Ça prend de l'espace. On ne veut absolument pas que l'environnement freine la créativité des jeunes. Puis, il faut que ça soit aussi, vous avez parlé de flexibilité, ça rentre exactement là-dedans. Il faut qu'on puisse tasser les tables, les bouger, les plier, les mettre sur leur roulette, puis les tasser. C'est aussi un espace qui est fait pour soutenir la collaboration. Parce que ce qui va se passer au laboratoire créatif, c'est rarement le fait d'une seule personne. Ça va toujours être le résultat, ou pas toujours, mais le plus souvent le résultat du travail de plusieurs personnes. Donc, on veut que on ne veut pas des espaces cloisonnés, on veut que les gens puissent se parler, on veut que les gens puissent voir qu'est-ce que l'autre à côté il fait, puis être curieux, puis aller voir, parce que ça va peut-être leur donner des idées pour modifier leur projet ou pour améliorer leur projet, ou peut-être qu'ils vont se rendre compte que l'équipe à côté, ils ont vraiment de la misère, puis cet outil-là, eux autres, ils le connaissent, puis ils peuvent aller les aider. Donc, on veut que ça soutienne la collaboration. L'environnement, il peut être, ou les laboratoires créatifs, c'est pas revenu souvent à l'idée de communauté dans vos mots. Pourtant, c'est important dans le mouvement Maker. Dans les écoles au Québec, on l'a moins vu. En fait, on l'a vu, mais à une échelle un petit peu différente. Ces environnements-là, en général, sont plus ou moins ouverts à la communauté. Et c'est très, très avantageux d'impliquer la communauté pour toutes sortes de raisons. Maintenant, la communauté, ça peut être quoi? Bien, ça peut être une école qui collabore avec 2 ou 3 autres écoles, puis qui crée un laboratoire créatif, puis qui s'entraide. Ça pourrait être l'école secondaire du coin, de votre secteur, qui collabore, puis qui ouvre son laboratoire créatif à la communauté, aux écoles primaires, mais ça peut être beaucoup plus large que ça. La communauté, ça peut être les parents, ça peut être les entreprises du coin. Il y a probablement plein d'entreprises dans votre secteur qui, eux, des imprimantes 3D, ils connaissent déjà ça. Puis eux, là, des découpeuses laser, ils connaissent ça, puis ils vont vous le dire, ils sont capables de vous le dire avant que vous l'achetiez. Tu ne peux pas mettre ton imprimante là parce qu'elle fonctionne mieux à 18 degrés Celsius, puis ça y prend de la climatisation. Il y a moyen d'aller, c'est très souvent, c'est un exemple d'avantage qu'on peut tirer d'ouvrir notre laboratoire créatif à la communauté, puis de laisser ces personnes-là venir collaborer, puis travailler avec nous, puis nous entraider, puis nous aider, en fait, puis en profiter aussi des équipements. Ça pourrait être le club des fermières, les fermières, ça pourrait, le cercle des fermières, ça pourrait être toutes sortes de personnes. D'ailleurs, ce que je n'ai pas vu tantôt dans les équipements, là, tout ce qui est brodeuse, surjeteuse, machine à coudre, les équipements pour faire de la sérigraphie sur les vêtements, etc. Là, c'est toutes des choses qui peuvent aussi être là. Puis il y a ça l'ouvre la porte à des collaborations avec plein de monde autour de l'école, que ce soit des entreprises, que ce soit les personnes âgées du coin, que ce soit le cercle des fermières du secteur, etc. Donc, en général, ces endroits-là
vaut mieux le plus souvent, il y a une certaine ouverture à la communauté. Maintenant, chaque laboratoire créatif a sa propre couleur. Puis souvent, soyons honnêtes, quand ça commence, on commence entre nous, puis on tisse des liens tranquillement, pas vite, au fur et à mesure qu'on a des nouvelles questions, des nouveaux problèmes, et au fur et à mesure aussi qu'il y a des opportunités qui se présentent. Les technologies numériques peuvent y être intégrées ou non. Par définition, il n'y a pas besoin d'ordinateur dans un makerspace. Vous pourriez, dans votre laboratoire créatif, vous pourriez choisir d'avoir plein d'outils, tout ce qu'il faut pour faire de la soudure, tout ce qu'il faut pour faire de l'électricité, mais pas avoir d'équipement électronique. Au Québec, les moyens de financer il y a eu plein de mesures qui font que les écoles ont beaucoup de matériel, puis honnêtement, c'est très avantageux. Il y a plein d'outils numériques qui sont vraiment intéressants. Puis ces outils-là, c'est les outils qui sont dans les entreprises ou dans lesquels les jeunes vont travailler dans 5, 10 ou 15 ans, là, selon à quel niveau vous enseignez. Donc, ça peut être intéressant, puis ça a beaucoup, beaucoup de potentiel, mais ce n'est pas obligé. Vous pourriez avoir un laboratoire créatif dans votre école dans lequel il n'y a pratiquement pas de techno, comme vous pouvez très bien avoir un laboratoire créatif qui est 100% techno aussi. Honnêtement, en 2020, des laboratoires créatifs sans techno, j'en ai pas vu beaucoup, là. Mais ça existe quand même. Mais ils ont des missions très particulières. En général, le travail qu'on va faire au laboratoire créatif dans ces environnements-là est plus ou moins dirigé. En fait, quand je vais donner des exemples tantôt, vous allez voir, les 2 premiers exemples que je donne sont très, très larges, puis il y a très, très peu de direction offerte par l'enseignant. Mais le 3e exemple, il vient un temps où il faut être un peu plus directif, par exemple, pour que les jeunes découvrent des nouveaux outils. Là, parce que vous avez beau mettre une imprimante 3D, il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui vont s'essayer. Mais si vous voulez que toute la classe puisse en profiter, il va peut-être falloir les asseoir tous puis leur soumettre un projet qui sont obligés de passer par un logiciel de dessin technique, qui sont obligés d'utiliser l'imprimante 3D. Il va falloir mettre des contraintes, donc il va falloir être un petit peu plus directif sur le plan pédagogique. Mais en général, tout ce qu'on fait, on le fait pour créer, pour fabriquer. Donc, ça prend des tables de travail, ça prend des benches, là, des ateliers, ça prend un endroit où on va pouvoir faire de la soudure, donc il va y avoir des hottes, puis tout ce qu'il faut pour capter l'air. D'ailleurs, il y a plein d'équipements électroniques qui n'aiment pas beaucoup la poussière. Je pense aux imprimantes 3D. Donc, en général, ça va être des grands espaces ou ça va être des espaces où souvent on va voir 1 ou 2 ou 3 espaces, un à côté de l'autre. Puis on va regrouper les équipements plus fragiles d'un côté, puis les équipements qui font de la poussière de l'autre côté, puis au milieu, on va mettre un espace collaboratif ou de travail. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, mais vous comprenez qu'il n'y a pas un modèle de laboratoire créatif. C'est à vous de créer le vôtre en fonction de qu'est-ce que vous voulez y mettre. Il y a plusieurs formes. Si vous cherchez, là, il y a plusieurs formes déjà qui existent de laboratoire créatif, qui existent et qui sont très populaires, puis qui ont leur couleur. Donc, j'ai déjà parlé des makerspaces, c'est des environnements collaboratifs d'apprentissage où le but, c'est de créer, de réaliser un projet. Il existe aussi les STEAM Labs. Le réseau, c'est un réseau. Là. Il y a carrément un réseau de STEAM Labs. STEAM, c'est pour les sciences, la techno, les mathématiques et les arts. Donc, c'est un laboratoire de fabrication où la programmation souvent, puis la fabrication numérique va être très, très importante, puis va être très, très orientée autour de l'apprentissage des sciences, des technologies, puis un petit peu ingénierie, art, mathématiques. Puis on voit de plus en plus les concepts de labo qui y ajoutent l'entrepreneuriat. On veut que les jeunes s'entreprennent puis qu'ils se lancent dans des gros projets, là. Il existe des hackspace, ça fait partie de la même famille. C'est des makerspace, mais ils sont en ligne. En général, c'est des environnements collaboratifs en ligne qui sont axés sur l'utilisation d'outils numériques et électroniques. On veut produire ou réaliser un projet. Par exemple, une commune au Saguenay, on aurait très bien pu lancer un hackspace pour travailler, par exemple, je pense à tous les partisans, d'ailleurs, j'en parle parce que l'idée a été proposée. Tous les partisans, toutes les personnes qui sont contre le projet GNL Québec auraient très bien pu se partir un hackspace où ils auraient pu tous collaborer ensemble, compiler des données, monter un seul et gros mémoire, puis proposer un projet alternatif. C'est le genre les hackspaces, souvent, c'est des espaces qu'on voit apparaître
quand il y a des problèmes sociaux ou quand il y a des défis, quand une communauté fait face à un défi particulier, puis là, oups, les Hackspace ils apparaissent, on ramasse toutes sortes d'outils, les gens se regroupent en ligne, ils vont résoudre des problèmes, puis après ça, ça disparaît un petit peu. Finalement, les Media Labs, c'est des laboratoires d'expérimentation puis de production qui sont multimédia. C'est aussi un réseau. Les Media Labs ont la caractéristique d'être toujours ouverts au public. C'est pas nécessairement c'est même souvent pas dans des écoles. C'est surtout axé sur l'exploitation d'informations puis de données numériques dans la recherche de solutions créatives à des problèmes. Ça aussi, il y en existe qui sont permanents, qui cherchent, par exemple, à régler toutes les inégalités sociales ou les inégalités numériques, par exemple. Puis, ils vont travailler autour de ce thème-là, puis ils vont compiler toutes sortes de logiciels, ils vont rendre disponibles toutes sortes de données, puis toutes sortes d'outils pour que les gens puissent inventer des outils ou inventer des solutions à des problèmes. Puis finalement, celui que vous connaissez probablement le plus, des Fab Labs. Le réseau des Fab Labs, c'est un réseau très particulier de Makerspace qui est associé à une fondation. Il ne peut pas s'appeler Fab Lab qui veut. Il y a une certification à aller chercher. En théorie, si vous utilisez le nom Fab Lab, vous devez avoir la certification. Il y a des critères très, très précis pour se faire approuver. Entre autres, il y a certaines technologies que vous êtes obligé d'avoir, etc. Puis, il y a un nombre d'utilisateurs, puis un ratio technologie-utilisateur. Bref, il y a plein de critères. Une des caractéristiques des Fab Labs, c'est que c'est très proche de ce qu'on voit beaucoup au Québec. Là, il y a toujours de la techno dans un Fab Lab, c'est un des critères. Donc, il existe déjà plein de formes de Fab Lab, je m'excuse, de la Makerspace puis de laboratoire créatif, mais ils ne sont pas tous pareils. Maintenant, il faut réfléchir en tant qu'équipe école, en tant que groupe d'enseignants, en tant que centre de service, qu'est-ce qu'on veut créer, puis qu'est-ce qu'on veut offrir, puis c'est quoi nos intentions pédagogiques. Puis en fonction de tout ça, on va se donner des idées. Qu'est-ce qui caractérise un laboratoire créatif? Donc, vous l'aviez très bien dit, hein, l'espace. Il peut être formel ou informel, fixe ou mobile, pérenne ou temporaire, ça varie à l'infini, mais il doit être flexible et ouvert, vous l'aviez dit clairement, parce que votre manière de voir la chose, c'est en plein ça, c'est un grand local qui est ouvert, qu'on peut modifier, qu'on peut ajuster en fonction des projets. C'est un endroit qui est facile d'accès. Souvent, les laboratoires créatifs ou les makerspaces ont une porte qui donne vers l'extérieur parce que c'est des environnements qui vont rester ouverts après l'école ou qui vont être ouverts sur l'heure du dîner. C'est des environnements, souvent on va créer des liens avec la communauté. Peut-être que vous, au départ, vous ne voyez pas l'importance des liens avec la communauté, mais je vous le dis, quand on réfléchit à un local pour un makerspace, pour un laboratoire créatif, mieux vaut prévoir un accès à l'extérieur parce qu'il va venir un moment où vos projets vont devenir gros, vous allez tisser des relations avec des gens de la communauté à l'extérieur, ça va être vraiment utile. Donc, on veut de l'espace flexible, ouvert vers l'extérieur comme vers l'intérieur de notre école. Le travail qu'on y fait est parfois individuel, le plus souvent collaboratif. Notre but, c'est toujours de produire quelque chose, que ce soit une preuve à un problème, que ce soit un exemple de quelque chose. Je pense par exemple en mathématiques où j'ai vu des enseignants, les jeunes avaient des difficultés à visualiser en 3D des choses qui étaient nécessairement en 2D dans leur livre. Puis le prof a dit OK, ben vous allez prendre du temps, là, puis je vous lance un défi. Êtes-vous capable de me produire ces formes-là en 3D? Puis les jeunes sont partis, sont allés au laboratoire créatif, puis ils ont travaillé jusqu'à ce qu'ils résoudent le problème. Il y a des équipes qui les ont fait en bois, d'autres qui ont pris des blocs Lego. Il y en a qui ont utilisé Minecraft, il y en a d'autres qui l'ont dessiné puis imprimé 3D. Mais tous ont réussi. Donc, ça peut. Puis le prof, à la fin, il y avait plein d'exemples pour toutes les figures planes ou toutes les figures qu'ils voyaient dans le livre puis que les jeunes avaient de la misère à visualiser. Ça peut être la solution à un problème. J'ai 2-3 exemples tantôt. Ou des fois, c'est un défi qu'on donne à nos jeunes. Hein. Je ne l'ai pas dans mes exemples, mais j'ai vu dans une classe où le prof était arrivé avec un panier de basket pour enfants, vous savez, les petits paniers de basket, 4-5 pieds de haut, puis une boule de ping-pong. Puis il a mis ses étudiants au défi en appliquant certains principes clés qu'il avait vus dans le cours de sciences, de
faire que la boule passe du sol jusqu'à l'intérieur du panier de basket, mais il n'y avait pas le droit de toucher à la boule. Donc, ils ont été obligés d'utiliser des robots, ils ont été obligés de créer, ils ont utilisé entre autres des bras, puis là, mais les robots n'étaient pas assez forts pour lancer, fait que là, ils ont joué avec la longueur des leviers, etc. Ils ont rajouté des élastiques là-dedans pour avoir plus de force, etc. Ils ont appliqué plein de principes, ils ont relevé un défi, puis ils ont beaucoup aimé, je pense. En général, c'est peu directif. Chacun peut faire à sa manière, malgré que comme enseignant, on voit beaucoup les enseignants, on est en train de travailler sur les stratégies pédagogiques, puis une des choses qu'on voit, c'est que souvent les enseignants vont mettre des petites contraintes, vont mettre des contraintes pour obliger les étudiants à exploiter certains savoirs qui sont associés à leur cours, évidemment. Il faut que ça soit utile, là. Puis, mais en général, même si on ne met pas de contraintes, les jeunes, ils vont faire des liens. C'est une belle place pour ça. On mise sur les compétences, les forces puis les intérêts de chacun, puis ça implique de réfléchir puis d'analyser sa pratique. Puis ça, là, c'est essentiel. La différence entre un makerspace qui fonctionne bien puis une grande salle qui sert à pas grand-chose puis qui est pleine d'outils dispendieux, c'est souvent la discipline puis le processus de réflexion que les jeunes ont pendant puis après, avant, pendant puis après. On voit beaucoup d'écoles, par exemple, qui obligent les jeunes à passer par les 5 étapes de la pensée design ou que en sciences, on va parler de prototypage, puis il y a toutes sortes d'étapes à faire. Donc, ça, c'est super. J'ai vu beaucoup de petits outils, des feuilles. Les jeunes, à chaque fois, avant d'essayer quelque chose, pour pas que ce soit des essais et erreurs, les jeunes étaient obligés d'écrire leur hypothèse, d'écrire qu'est-ce qu'ils allaient faire, d'écrire leurs observations, puis après ça, d'analyser dans le bas de la page pourquoi ils pensaient s'être trompés, où ils s'étaient trompés. Donc, on force, c'est important dans ces espaces-là de réfléchir, d'analyser sa pratique. On ne veut pas que les jeunes ils jouent avec un robot, puis qu'ils vont par essai et erreur, puis ils passent toute la période à essayer de faire que le robot va tirer la boule dans le panier de basket, sans réfléchir, sans analyser, sans faire de lien. Donc, on va les structurer, puis ça, c'est une part importante du travail qui doit se passer dans un makerspace. Point de vue matériel, vous l'avez nommé, hein, ça peut être numérique comme des ordinateurs, des tablettes PC. Ça peut être logique aussi comme des logiciels de montage vidéo, des logiciels pour créer de la réalité virtuelle. Ça peut être non numérique comme des touches à souder, des tournevis, des marteaux, des pinceaux, name it, tout ce qui est outils non numériques. Il y a beaucoup de consomptibles, de matériel consomptible qui nécessairement dans ce type d'environnement-là, que ce soit du papier, du carton, des enveloppes, du verre, du plastique qu'on peut recycler de plein d'autres manières, qu'on peut faire fondre puis réutiliser, du bois, des vis, du fil électrique, des nommez-les dans l'électronique, dans le numérique, je n'ai pas pensé, mais tout ce qui est électronique, microcontrôleur, mini-ordinateur, connecteurs, etc. C'est le genre de choses qu'on trouve en général dans un laboratoire créatif. Puis, une des caractéristiques de tous les laboratoires créatifs, c'est qu'ils ont des normes de sécurité très, très importantes. Là, imaginez-vous 30 jeunes dans un espace où il y a des soudeuses, des marteaux, des choses fragiles comme des imprimantes 3D, des choses qui peuvent être potentiellement dangereuses comme des découpeuses laser, etc. Donc, ça prend des règles de sécurité, des procédures en cas d'urgence, etc. Ça, il y en a dans tous les laboratoires créatifs. Il faut y penser. Avant de vous présenter mes exemples, puis là, parce que je ne sais pas si j'ai réussi à vous endormir tous ou si vous êtes encore là, a priori, selon vous, quelle discipline est la plus facile à intégrer ou à développer dans un laboratoire créatif? Mathématiques, sciences, techno, les arts. Oh, les langues. Les données qu'on a commencé à traiter par rapport au laboratoire créatif vous donnent raison. C'est souvent par les sciences que ça rentre. En fait, dans l'ordre, ça serait sciences, mathématiques et arts ou sciences, arts et mathématiques. Je ne suis pas encore trop certain c'est lequel le deuxième. Je pense que les arts, là, c'est assez facile, c'est assez intéressant. On a vu des choses magiques
en lien avec les arts. Je suis surpris qu'il y ait même une personne qui ait pensé aux langues. Je pensais que j'allais être original avec mon scénario tantôt, avec ma suggestion d'exemple en langue. Mais oui, c'est possible. En fait, c'est possible dans toutes les disciplines. On a vu des projets qui étaient associés à l'EPS, à l'éducation physique et à la santé. On a vu des projets qui étaient associés à l'univers social ou à l'ECR. C'est possible dans vraiment toutes les disciplines, là. Puis j'ai mis art, mais on aurait pu détailler, là, que ce soit théâtre, art plastique, etc., là. Donc, on aurait pu musique et autres. Donc, c'est possible. Mais c'est souvent, ça commence par les sciences et technologies. C'est le plus facile. Il y a plein d'ancrages très, très simples à faire dans le programme de sciences et techno. Selon vous, à quel degré et niveau c'est le plus facile d'exploiter un laboratoire créatif? Secondaire, primaire? On avait quelques profs de Presco. Allez-vous voter pour votre paroisse? Là, si vous entendez des petites voix, je m'excuse, mais il y a une garderie à la maison, donc ils sont en train de passer à côté de mon bureau pour aller dehors. Donc, vous semblez pas mal la majorité convaincue que c'est plus facile au secondaire. Je n'ai pas de réponse absolue à vous proposer pour ça. On a vu plus de laboratoires créatifs au secondaire. Par contre, une des caractéristiques, tous les meilleurs projets qu'on a vus avaient la caractéristique d'être interdisciplinaires. Et les projets les plus intéressants pour les jeunes, c'était vraiment souvent des projets qui touchaient, par exemple, l'EPS, la science puis les arts. Je pense que je l'ai mis dans mes exemples tantôt, j'en parlerai pas beaucoup, mais donc souvent c'est interdisciplinaire. Donc, les profs du primaire, ils partent avec une petite longueur d'avance de ce côté-là. Fait que c'est possible au primaire, puis c'est même intéressant. J'ai pas d'exemple j'avais pas prévu de vous donner d'exemple pour le préscolaire, mais c'est très possible aussi. Ça demande, évidemment, les défis vont être à la mesure des jeunes du préscolaire, ce qu'on va faire va être à la mesure des jeunes du préscolaire, mais c'est tout à fait possible. J'ai prévu un exemple que je vous donne dans 2 minutes, là, puis c'est un exemple que moi j'ai vu réaliser, ou j'ai vu quelque chose de très proche de ça réalisé en première année. Donc, j'ai choisi primaire, mais je me suis tassé du côté proche du préscolaire. Donc, je pense que c'est possible. Puis j'ai aussi un exemple pour vous en FGA là, avec une clientèle particulière là, je ne sais pas trop comment le dire pour être politiquement correct, mais des jeunes qui étaient en grande difficulté. Puis ils pouvaient bénéficier, puis vraiment, ils appréciaient vraiment le laboratoire créatif. Je pense que c'est possible à tous les ordres. Peut-être qu'au secondaire, entre autres en sciences et techno, secondaire 3, 4, 5, là, ça semble particulièrement facile. Fait que ça se passe souvent à ce niveau-là. Des exemples maintenant, puis tantôt que je vous dis que je vais vous donner des exemples, puis là, je vais voir, regarder, mon Dieu. OK, on fait vite avec les exemples. Avant les questions, ben, je laisse la diapo là. Si vous avez une question qui pop, n'hésitez pas. Vous pouvez la mettre là ou la mettre sur l'interface. S'il y en a sur l'interface, Isabelle va me les passer. Puis sinon, ben, s'ils sont sur la diapo, moi, je vais les voir. Premier exemple, donc, on va commencer primaire. On est dans la classe, l'enseignante, dans sa routine, elle avait toujours des petits textes à lire. Donc, on est au premier cycle. Chaque semaine, les jeunes avaient une histoire à lire. Et puis, chaque semaine, à la fin de la semaine, donc ils avaient toute la semaine pour l'approfondir, c'est ça leur devoir. Et puis, à la fin de la semaine, il y avait toujours une activité qui lui permettait de vérifier la compréhension du texte ou de travailler le texte en fonction de ce qu'elle avait vu en français durant la semaine. Donc, on imagine un projet ici que les intentions pédagogiques, ce serait de vérifier la compréhension du texte, hein, qui sont les personnages principaux, c'est quoi la chronologie, entre autres, puis c'est quoi les événements et les lieux qui sont importants, voir à quel point le jeune a compris ce qu'il lisait. Oui, je vais essayer de parler d'évaluation. En fait, j'y arrive. J'ai prévu dans mes exemples parler d'évaluation.
Deuxième intention pédagogique, réaliser des créations plastiques personnelles à partir d'une proposition. Ici, la proposition, c'est l'histoire en tant que telle. Puis, troisième intention, la collaboration et la programmation, deux choses qui sont transversales. Pour vérifier le niveau de compréhension, elle avait imaginé un projet dans le cadre, au début de la semaine, elle avait annoncé merci pour le bon mot. Je vais essayer de me concentrer sur mon exemple, avoir le temps de le finir. Elle a annoncé aux jeunes qu'à la fin de la semaine, ils devraient créer l'environnement du texte, l'environnement de l'histoire, puis ils devraient programmer un robot de leur choix. Elle utilisait Ozobot avec des crayons et des codes de couleur, ou le Bee-Bot ou Blue-Bot, la petite abeille ou la petite souris, et puis faire jouer l'histoire, programmer les robots pour qu'ils jouent l'histoire dans l'environnement qu'ils vont avoir créé. Puis l'environnement devait recréer les parties importantes, puis devait raconter les parties importantes de l'histoire. La tâche n'est pas plus précisée que ça. Par contre, les jeunes, on leur donne une demi-heure pour commencer à parler dès le lundi pour se faire un plan en équipe. Le mercredi, ils ont eu du temps pour voir si leur plan il tenait toujours la route. Et puis le jeudi après-midi, puis le vendredi matin, les jeunes avaient le laboratoire créatif réservé pour eux pour concrétiser leur plan. À la fin de la semaine, moi, j'y croyais pas trop. Honnêtement, à la fin de la semaine, j'étais épaté. Il y a des jeunes qui avaient décidé de programmer. Ils avaient fait un dessin, puis ils avaient programmé dans Scratch un petit bonhomme qui se promenait puis qui vivait l'histoire. Dans ce cas-là, c'était le petit chaperon rouge. J'ai vu des jeunes faire des maquettes en 3D, en papier mâché, puis programmer trois Blue-Bots puis qui avaient déguisé. Il avait carrément déguisé avec du papier, du carton pour avoir le petit chaperon rouge, le loup, puis le chasseur qui venait à la fin. Il avait fait les chemins, puis on voyait vraiment les robots qui étaient programmés pour faire les chemins. Chaque équipe a réussi à faire donc son défi, ou en tout cas a essayé de relever le défi à sa manière, chacun à leur façon. Il y a eu plein de réponses différentes. Et puis, le vendredi après-midi, pour comment elle évaluait ça? Bien, le vendredi après-midi, les jeunes devaient faire un retour. Ils devaient montrer ce qu'ils avaient réussi à faire. Il reste déjà juste, je vois le chat qui pop, ça veut dire qu'il reste pas beaucoup, il reste 5 minutes. J'accélère. Mais non, je vais faire finir mon exemple. Le vendredi, c'était sa période qui était réservée un peu à l'appréciation. Je ne dirais pas évaluation, ça me semble presque un gros mot. C'est le vendredi après-midi, c'était sa période d'appréciation. Puis les jeunes devaient présenter ce qu'ils avaient réussi à faire. On est au laboratoire créatif, donc ils devaient décoller leur robot. Puis après ça, surtout, ils devaient répondre aux questions de l'enseignante puis des collègues. Puis les questions, c'était toujours qu'est-ce qui a été le plus dur? Qu'est-ce que tu es le plus fier? Les jeunes des autres équipes aussi offraient des conseils. Si une équipe avait rencontré des difficultés, les jeunes des autres équipes on leur demandait d'offrir des conseils. Donc, il y a beaucoup d'emphase. L'évaluation était beaucoup autour de la réflexion après. Votre plan était-tu bon? Quelles erreurs vous avez fait? Comment vous avez fait pour les corriger? Si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? Donc, beaucoup sur la réflexion. Qu'est-ce qu'il faisait? Puis c'est ça qu'elle évaluait. Puis en même temps, l'enseignante, elle, discrètement, si jamais une équipe n'avait pas réussi, on n'avait pas vu les robots, fait qu'on ne sait pas s'ils ont compris la bonne chronologie du compte. Là, elle leur posait des questions. Ton robot, là, si sa programmation avait fonctionné, par exemple, qu'est-ce qu'il aurait été supposé de faire? Puis là, le jeune, il prenait le robot dans ses mains, puis il nous expliquait. Fait que l'enseignante, elle savait très bien si le jeune avait compris ou s'il s'était trompé dans l'ordre de 2 événements, il avait mal compris. Fait que, sans mettre d'emphase sur est-ce que tu as compris le texte, l'enseignante allait chercher toutes les informations qu'elle avait besoin, puis elle pouvait aussi poser des questions sur comment ça a été. Si une équipe avait des difficultés, ils s'étaient chicanés durant la semaine, les deux garçons, les autres pouvaient embarquer puis leur proposer des stratégies pour la prochaine fois, puis pour qu'ils puissent corriger ces problèmes-là, ou qu'ils puissent les contourner, etc. Donc, plus une période d'appréciation, je ne sais pas, j'ai toujours peur du mot évaluation. Là. Je trouve ça gros, surtout au premier cycle du primaire.
Un deuxième exemple, très rapidement au secondaire, on est en sciences, techno, éducation physique et arts plastiques. C'est un projet, là, je m'inspire. S'il y a des gens qui viennent du secteur de Longueuil, c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu parler parce que c'est un projet qui a été vécu dans une école de votre secteur. Les intentions pédagogiques étaient surtout en arts plastiques et en sciences. Les étudiants en éducation physique, ou en fait en sport-études, étaient un peu clients dans cette histoire-là. Et puis les jeunes qui étaient dans la spécialité art ou dans la concentration art, puis ceux de concentration sciences, devaient créer un vêtement connecté pour aider les athlètes, entre autres, par exemple, un vêtement qui prendrait c'est un exemple, qui prendrait leur fréquence cardiaque, puis qui leur indiquerait à l'aide d'une lumière ou d'un signal sonore que là, leur fréquence cardiaque est trop basse ou trop élevée pour les aider dans leur entraînement. Donc ça, c'était leur défi. Et puis, ils ont suivi toutes les étapes de la pensée design. Donc, les élèves en arts et en sciences ont dû interroger, puis poser des questions, puis apprendre à connaître les étudiants en sport-études, puis en concentration sport pour savoir c'était quoi leurs besoins, c'était quoi leur mensuration, etc. Puis, ils ont fait tout le processus de pensée design en passant par le prototype, etc., pour créer un vêtement connecté qui répondait aux besoins d'un athlète. Donc, puis même chose, en sciences, les jeunes à la fin étaient évalués en fonction de qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire, quels outils ils ont manipulés, comment, puis ils devaient expliquer en utilisant le langage des sciences, le vocabulaire scientifique, puis en arts, c'était la même chose, donc ils devaient utiliser le vocabulaire propre aux arts, puis on mettait beaucoup d'emphase sur qu'est-ce que vous avez essayé de faire, comment vous avez fait, c'est quoi les solutions que vous avez trouvées, ça a été quoi le résultat, comment vous... Donc, beaucoup encore d'emphase sur le processus. Puis là, il reste très peu de temps, fait que je change ma diapo. Les premiers pas à faire, il va me rester, je ne vois même pas, il doit rester 1 minute, même pas. Les premiers pas à faire, si jamais vous voulez un laboratoire créatif dans votre école, familiarisez-vous avec la pédagogie Maker. Il y a des sites en français, en anglais. Mettez Makerspace, Maker, philosophie, mouvement Maker. Vous allez trouver plein de choses. Il est question beaucoup de différenciation, il est question d'interdisciplinarité, de responsabiliser les apprenants. Puis il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, des trucs, des fiches, donc, vous allez trouver beaucoup de matériel. Il est question beaucoup de l'aide qu'on peut aller chercher dans la communauté, puis du lâcher-prise de l'enseignant. C'est peut-être ce qui est le plus dur, dépendamment où vous êtes rendu, ou quelle est votre conception, puis votre manière de fonctionner. Le lâcher-prise peut être difficile. Deuxième chose à faire sur le plan individuel, vous former sur le plan techno, sur le plan, écoutez, combien de personnes, j'aurais aimé ça vous voir et vous demander à main levée combien de personnes sont capables de faire de la soudure, de souder des composantes électroniques. C'est difficile, ça prend quelques heures de pratique, puis quand tu as quelqu'un qui te le montre comment faire, c'est beaucoup plus facile. Donc, il faut se former à toutes sortes de choses. Dernière chose, travaillez pas seul, cherchez-vous des alliés, formez une équipe. Un projet de laboratoire créatif, c'est un gros projet. Ça vous prend une direction qui collabore. Fait qu'essayez de vendre le projet puis vos intentions pédagogiques à la direction. Essayez de l'embarquer. Ça vous prend de l'aide pédagogique des collègues. Ça va vous prendre de l'aide technique. Formez-vous une équipe. C'est d'autant plus facile. Une fois en équipe, les premières choses à faire, faites-vous un plan. Soyez très, très clair. Qu'est-ce que vous voulez comme local? C'est quoi vos intentions pédagogiques? Les premiers projets que vous allez faire, ça va être orienté autour de quoi, puis quels outils, puis quel matériel vous avez besoin. Plus vous allez être précis, puis plus ça va être facile. Je vous encourage à vous trouver des exemples, à aller en visiter. Ça l'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à se donner des idées. Puis, achetez pas trop vite. Faites des tests. Commencez par une imprimante. Je le sais que c'est passé pour une classe, mais achetez-en juste une imprimante 3D, puis faites un premier test pour voir ce que ça fait. Parce que peut-être que l'imprimante 3D qui fait pour l'école d'à côté, elle ne fait pas pour vous en fonction de ce que vous voulez. Donc, commencez par faire plusieurs tests puis plusieurs petits projets. Puis, à venir, je l'annonce avant qu'on se quitte, il y a un guide pas à pas. Notre équipe, on est en train d'écrire un guide pas à pas pour les enseignants et les écoles qui veulent se lancer. En fait, on est rendu à la révision linguistique. On va le déposer au ministère dans les prochains jours. Là. La page titre est prête, la mise en page et il reste juste à l'appliquer au document. C'est vraiment juste la révision linguistique. Quand j'ai parlé à l'étudiante qui s'en charge tantôt, elle m'a dit qu'il restait 4 pages, elle avait quasiment fini. Donc, j'imagine que le ministère, d'une manière ou d'une autre, va rendre ça disponible aux écoles. Puis, on travaille aussi sur un document sur quelles compétences, puis comment, sur le plan pédagogique, qui va être déposé en même temps au ministère, puis qui va être rendu
je ne sais pas comment le ministère va rendre ça disponible, mais en général, quand ils nous demandent de faire la recherche sur un sujet, là, ils l'utilisent, ils l'exploitent, puis ils vous le transmettent soit via les conseillers pédagogiques ou des sites web. Donc, restez à l'écoute. Puis, je ne vous vois pas, mais merci d'avoir été là. Puis, j'espère avoir été au moins un petit peu utile. Puis, si jamais vous voulez m'envoyer des questions, ben, n'hésitez pas. Mon adresse de courrier électronique, je vais répondre. J'ai dépassé de 5 minutes.